Pendant des siècles, boire le vin de ses propres vignes a été un idéal. Depuis quelques décennies, l'huile d'olive connaît un engouement mérité, tant pour ses qualités gustatives que pour ses bienfaits. En France, l'un des lieux les plus emblématiques de cette production est le village de Colias, berceau d'un cultivar désormais mondialement reconnu. Probablement issu d'un greffon posé sur l'oléastre local dans l'Antiquité, le plant de Colias est choisi au XVIIIe siècle par deux confiseurs de Saint-Chamas comme le plus adapté à leur procédé de désamérisation. Au passage, ils donnent leur nom à l'olive issue des plants de Colias, la picholine. Au pressoir, Mathieu Perrier perpétue ainsi une tradition multiséculaire, mais moins ancienne qu'on ne l'imagine. Les Romains ont introduit la culture de l'olivier et ses usages culinaires, mais la présence de l'arbre recule nettement pendant le Haut Moyen-Âge. Les documents des Xe et XIe siècles évoquent essentiellement des terres céréalières et la vigne. L'olivier, lui, brille par son absence. Les compois du XIVe siècle, comme celui de Vers, témoignent de la pauvreté de sa présence. L'arbre se cantonne alors aux abords des villes et des monastères, où son huile sert aux offices religieux ou à l'éclairage. Dans les campagnes, on ne le trouve plus guère qu'au bord des champs, mêlé aux amandiers. L'arrivée des papes à Avignon au début du XIVe siècle change la donne. Si le pape adopte les usages culinaires français fondés sur les graisses animales, la nombreuse curie italienne demeure friande d'huile d'olive. Très vite, l'arbre regagne du terrain autour d'Avignon et dans les villages voisins. Aramon, bien exposé au sud, devient un terroir de choix. Au XVe siècle, près de 15% de ses surfaces sont déjà consacrées à l'olivier. La spécialisation est telle que les siècles suivants, les Aramonais déplacent leurs vignes vers Domazan. Depuis les bords du Rhône, l'oléiculture gagne peu à peu l'intérieur des terres. Au XVIe siècle, des moulins à huile apparaissent dans presque tous les villages. Au XVIIe siècle, Vers et Colias en comptent déjà plusieurs, tandis que les collines arides sont littéralement explosées à la poudre pour y creuser des poches de terre ou planter les jeunes arbres. Voilà près de 30 ans que Mathieu pour certains habitués, presse les olives. Le moulin actuel est de loin le plus efficace qu'ait connu le pressoir. Les olives arrivent en palox, qu'il vide dans la trémie avec un geste sûr. Lavées à l'eau claire, elles passent dans la broyeuse où elles sont écrasées, puis dans les chambres à trituration où la pâte est longuement malaxée à 30 degrés Celsius. Une fois prête, elles filent dans la centrifugeuse. À grande vitesse, l'huile se sépare de l'eau et s'écoule, brillante comme de l'or en fusion, dans un réservoir. Ce rendement impressionnant contraste avec les anciens moulins, composés d'un moulin à sang pour broyer les olives et d'une presse écrasant des escourtins bourrés de pâte. On jetait de l'eau bouillante sur ces escourtins pour leur soutirer jusqu'à la dernière larme d'huile, que l'on recueillait dans des bassins, parfois à la cuillère. À cette époque, l'huile d'olive n'est pas seulement un ingrédient, c'est un produit devenu de première nécessité. En usage au XVIIIe siècle, elle sert tout autant en cuisine qu'à l'éclairage domestique, où elle brûle dans les petites lampes de terre vernissées. On l'utilise pour assouplir le cuir, huiler les outils, protéger le bois des intempéries. Les apothicaires en font entrer une bonne quantité dans les onguents, les cataplasmes ou les préparations digestives. Dans les campagnes, une cuillerée d'huile fraîche avalée le matin passe même pour nettoyer l'estomac. Le pressoir où la tradition se goûte.